Encore une très grosse journée pour le monde de l'hybride à objectif interchangeable. Aujourd'hui, on débriefe et on analyse les annonces de Canon avec l'EOS R6 Mark II. Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va débriefer les annonces Canon du 2 novembre 2022, le Canon EOS R6 Mark II. Et comme vous le voyez, j'ai une voix cassée car j'ai la grippe, mais ça ne m'empêchera pas de vous faire un débrief complet. Et avant d'attaquer le débrief, petit disclaimer, je vais m'appuyer aujourd'hui sur les caractéristiques techniques disponibles sur le site de Canon, mais aussi sur les différents retours d'expérience des différents testeurs. Pourquoi ? Parce que Canon a cette fâcheuse tendance comme Apple de communiquer avec beaucoup de très belles images, mais de finalement assez peu s'étaler sur les caractéristiques techniques, sur certains petits points. Là où Sony déballe à peu près tout, Canon restreint les informations qu'il communique, et donc je vais m'appuyer notamment sur Damien Bernal qui a fait une vidéo hyper intéressante, DP Review et Jared Pauline. Évidemment, ces trois créateurs de contenu qui ont eu accès au boîtier en avant-première ont un modèle de pré-production avec un firmware de première génération. Ce sera donc pas exactement le modèle que vous aurez quand vous achèterez votre boîtier, mais ça permet de se faire déjà une idée sur les petits défauts et les grandes qualités de ce boîtier. On attaque donc ce Canon R6 Mark II avec un capteur BSI rétro-éclairé et donc pas empilé, rétro-éclairé de 24,1 millions de pixels. On a un boîtier tropicalisé en magnésium, donc super qualité de fabrication. Quelques modifications par rapport à la première itération de ce boîtier. Sur le premier R6, lorsqu'on voulait démarrer son boîtier, il fallait le tenir avec sa main droite et il fallait l'allumer avec la main gauche. Ça, c'est terminé. Aujourd'hui, la molette d'allumage est sur l'épaule droite et permet un allumage à une seule main. Et à gauche, on retrouve la molette des modes, vous pouvez choisir photo ou vidéo. On est toujours avec un double port de carte SD UHS 2 pour avoir le maximum de vitesse, un port USB-C qui permet la recharge, un port micro HDMI, et oui, ça existe toujours. On a du Bluetooth 5.0, du Wi-Fi 5 GHz et une compatibilité iPhone, parce que oui, ils ont fait certifier leur boîtier iPhone compatible quand vous voulez le connecter en Bluetooth. Visiblement avant c'était pas si simple, et ben maintenant ça l'est. Dernière petite chose sur ce boîtier, on a une griffe flash nouvelle génération qui a été prise sur le R3 qui permet de connecter par exemple un micro sans fil directement, et le son, la connectivité passe par la griffe flash. On a sur ce R6 Mark II un viseur, un EVF de 3,69 millions de points, pas de pixels, la nuance est ténue, mais ça c'est du marketing. On m'a fait remarquer ça il y a pas longtemps, j'avais pas tellement fait gaffe, et en fait c'est la réalité. On parle de points et pas de mégapixels. Pourquoi ? Parce que si on parlait de mégapixels, on serait à 1,3 mégapixels. Ah oui, c'est pas la même. Donc forcément on a un rapport de 1 à 3. En termes de définition, c'est correct, puisque c'était ce qu'il y avait déjà sur le R6 première génération, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Au niveau de l'écran, on est toujours sur un écran sur rotule de 1,62 millions de points. On a sur ce R6 toujours un écran tactile avec un tactile de fou. Canon est de loin le meilleur élève de la classe sur ce sujet, avec un tactile qui est digne du smartphone, qui permet de faire des zooms, qui permet de naviguer dans les menus. On peut à peu près tout piloter avec le tactile sur ce R6 Mark II, tout comme sur le premier R6, tout comme ça fait déjà des années, même sur les réflexes, on avait déjà un tactile qui était fou. Pourquoi les autres marques ne s'y mettent pas, j'en sais rien, mais Canon est toujours très bon là-dessus. On a toujours des petites features un petit peu étranges, telles que le fait que l'histogramme disparaît dès que vous appuyez sur le bouton REC. Voilà, il y a des trucs comme ça chez Canon, ça fait des années, on s'était dit que peut-être il y aurait des mises à jour, et non, c'est pas le cas. Vous avez votre histogramme, vous avez plein de trucs qui s'affichent sur votre écran, et vous vous apprêtez à appuyer, et quand vous enregistrez, ça disparaît. Voilà, il y a plein de trucs qui disparaissent, que vous aviez avant, et c'est bien dommage. On va parler des specs photos. On est donc sur un capteur de 24 millions de pixels contre 20 millions de pixels sur la première itération. On est sur un shutter mécanique qui monte à 1 8 millième et un shutter électronique qui monte à 1 16 millième. On peut faire du 12 images par seconde en rafale en mécanique et du 40 images par seconde en électronique. Oui, 40 images par seconde pour de vrai. En termes de dynamique, on est sur la même chose que son prédécesseur. En termes de buffer, on peut faire sur une rafale à 40 images secondes en électronique, on peut faire 140 images. Damien Bernal a calculé qu'on était sur du 3,5 secondes à peu près. Faut quand même se rendre compte de ce que ça fait, 3,5 secondes à 40 images par seconde. Ça permet vraiment de décomposer un mouvement. Alors certains diraient que c'est pas suffisant.
Franchement c'est pas mal puisque les utilisations du 40 images par seconde sont quand même assez particulières et spécifiques, c'est pas le truc qu'on utilise tout le temps. Et donc un obturateur mécanique à 12 images par seconde sous réserve que vous ayez des bonnes cartes en UHS2, c'est-à-dire genre du V90, donc là un truc qui envoie la patate, vous avez une rafale illimitée. Au niveau des specs vidéo, on est sur de la Full HD 180, de la 4K 60 oversamplé à partir de la 6K, donc on est sur du plein capteur, il n'y a pas de crop. Quand vous faites de la 4K 60, vous avez de la 4K 60 à fond les ballons, et vous avez de la 6K, 6,2K pour être précis, disponible en externe via un Atomos Ninja 5 Plus. Dans les petits trucs qui ont été ajoutés, on a donc les ratios vidéo, si vous voulez faire du 1 par 1, du 2,35, etc. Vous avez la possibilité de mettre les ratios visibles directement sur votre écran. On a une compensation électronique du focus breathing avec les optiques compatibles. Et enfin, un outil qui a été rajouté, et ça c'est vraiment cool de l'avoir mis, c'est les fausses couleurs qui vous permettent de gérer l'exposition de votre plan avec des couleurs. Je vous mets des images, ça vous permet d'être un petit peu plus précis. Une des améliorations notables de ce boîtier, c'est son autonomie, puisque avec les mêmes batteries, les LPE6HN de mémoire, on a 30% d'autonomie supplémentaire par rapport à la première génération de R6. Donc même batterie, nouveau boîtier, 30% de plus, vous pouvez monter à 760 photos avec une seule batterie. En termes de stabilisation mécanique, on est comme sur le premier R6, toujours à 8 stops, ça n'a pas changé. DP Review déplore le wobbling qui lui non plus n'a pas changé. Le wobbling, c'est cette déformation de l'image que vous avez sur les côtés, c'est le capteur qui se balade, c'est un phénomène assez récurrent sur les grosses stabilisations. Damien Bernal de son côté a eu le sentiment qu'il y avait une légère amélioration. Des différentes vidéos que j'ai pu voir, si amélioration il y a, ça reste minuscule. Autre amélioration notable sur ce R6 Mark II, c'est cet autofocus à base d'intelligence artificielle, beaucoup de deep learning. Grosso modo, on est sur un autofocus prédictif qui non seulement va assurer un tracking du sujet, mais qui va anticiper ses mouvements grâce au deep learning et à l'intelligence artificielle. Donc vous avez quelque chose hérité du R3 qui fonctionne très très bien et qui potentiellement ne vous lâchera pas. Et en termes de reconnaissance des sujets, nous avons la reconnaissance des humains, des chats, des chiens, des chevaux, des oiseaux, des voitures, des motos, des trains, des avions et des astéroïdes géocroiseurs de type ferreux. Non, je déconne pour le dernier, mais par contre tous ceux d'avant, il les voit, il les reconnaît et il les traque. En termes de dynamique, donc en photo, on est sur la même chose que le R6, voire Damien Bernal a constaté un léger mieux. En vidéo, on est toujours à 13 stops annoncés par le constructeur, visiblement des différents tests qui ont été faits, on est un peu en dessous. Le boîtier est logiciellement un peu bridé puisque vous n'avez pas accès au C-Log 2, vous avez du C-Log 3, mais le C-Log 2 permet de débloquer beaucoup plus de dynamique et il n'est pas disponible sur ce boîtier. En termes de montée en ISO, on est quasiment pareil que le R6 première génération, voire un petit peu meilleur. Elle était déjà plutôt bonne sur cette première itération, donc elle est toujours de bonne facture. L'un des gros trucs qui a été beaucoup évoqué par Canon et par les différents créateurs de contenu qui ont eu ce boîtier en avance, c'est le rolling shutter, qui est exceptionnellement bon pour un capteur BSI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas sur un capteur empilé, les capteurs empilés ont un rolling shutter quasi inexistant, ou en tout cas minime. Sur les capteurs BSI, généralement, il y a un rolling shutter qui est beaucoup plus important. Ce Canon R6 Mark II, a priori, est le meilleur élève du marché dans cette catégorie de prix, et surtout pour cette catégorie de capteurs. On a un rolling shutter qui est hyper contenu, hyper bien tenu, et donc des plans droits qui sont très peu courbés. Dans les petites features, on a du focus bracketing en interne, ça c'est chouette, la capacité d'utiliser son boîtier en webcam pour faire du streaming en Full HD à 30 images par seconde. Et en termes de prix, parce que je sais que c'est souvent le juge de paix, on est sur un boîtier nu vendu 2899 €, donc on est un peu plus cher que le R6 première génération lorsqu'il est sorti. Et alors à qui s'adresse ce boîtier ? Les marketeurs de Canon ont bien joué leur coup cette année puisqu'ils ont invité les youtubeurs à prendre le boîtier en main et ils les ont convoqués à San Diego dans ce qui semble être un centre d'entraînement pour les Jeux Olympiques.
Et durant cette prise en main, tous les créateurs de contenu avec le R6 ont pu tester ce boîtier sur des gens qui faisaient du sport, de la photographie sportive. On avait du BMX qui allait très très vite, on avait des gens qui courent, on avait de la natation, voilà, on avait beaucoup de choses, mais toujours sur de la photographie sportive, forcément avec une rafale à 40 images par seconde. C'est plutôt un boîtier qui est adapté, et donc, pour qui ait fait ce boîtier, j'ai tendance à penser, vu la com qui a été faite par Canon, qu'il est plutôt fait pour de la photographie rapide, la photographie sportive. Et alors, comment ce Canon R6 Mark II se place sur le marché? Il va clairement marcher sur les plates-bandes du Sony A7 IV. On a une fiche technique qui est très proche, on a une grille tarifaire qui à 100 € près est la même, donc il va clairement bouffer des parts de marché de ce Sony A7 IV. Alors là-dessus, Canon l'a joué super fine, puisque ce Canon R6 Mark II n'a plus grand-chose à envier à l'A7 IV, je dirais même qu'il l'a dépassé sur pas mal d'éléments. On a aujourd'hui une 4K 60 images par seconde avec un capteur plein format, donc on a une 4K 60 plein format. Pour rappel, sur le A7 IV, on a un crop APS-C de 1,5 et ça, c'est chiant. On a une rafale de 40 images par seconde alors qu'on est bloqué à 10 images par seconde sur l'A7 IV. On a du 6K en ProRes RAW en externe, on a du tactile ultra fonctionnel alors qu'on est encore à la préhistoire sur l'A7 IV. On a donc un Canon R6 Mark II qui piétine l'A7 IV sur le marché du grand public. Alors est-ce que ce R6 Mark II va faire mal à Sony? C'est très probable. Canon a tapé un grand coup, ils sont allés dépasser le Sony A7 IV sur à peu près tous les domaines. Qu'est-ce qui reste à Sony? Il reste son parc optique, puisque Canon n'a toujours pas ouvert sa monture aux fabricants tiers, Tamron, Sigma. Du coup, Sony garde un parc optique hyper large avec des tarifs hyper accessibles. On a quoi d'autre? On a toujours les fonctionnalités vidéo qui sont mieux pensées chez Sony que chez Canon. Je parlais d'histoire tout à l'heure de cet histogramme qui disparaît quand on appuie. Il y a le fait qu'il y a un HDMI de type A qui est très populaire chez les vidéastes et qui n'est toujours pas présent sur le R6. On est toujours sur du micro HDMI et ça, c'est franchement mauvais. En revanche, en photo, si ce n'est la haute résolution de Sony avec son capteur 33 millions de pixels, Canon éclate le Sony A7 IV sur à peu près tout. La dynamique du Sony reste un petit peu au-dessus parce qu'on sait qu'on peut arriver à déboucher des noirs de façon assez extraordinaire, ce qu'on ne sait pas trop faire chez Canon, mais sur les spécificités techniques pures, le Canon l'emporte. Voilà, Canon sur ce coup-là, ils ont mis un putain de coup de pied dans la fourmilière, ils ont cassé le game des hybrides plein format grand public. Je pense qu'ils vont faire beaucoup de mal à Sony et que le seul truc qui maintient encore Sony un petit peu up par rapport à Canon, c'est justement cette ouverture de leur monture aux autres marques. Mais le jour où Canon va accepter de bosser avec Sigma et Tamron, je pense que ça va faire mal. Voilà pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à me donner votre ressenti en dessous de cette vidéo et à vous abonner. En attendant, prenez soin de vous. Salut!